Ok, so hello everyone. Et en fait non, je vais faire ma présence en français, c'était la première blague. Tout le monde est ok sur le fait que je fasse en français, il n'y a pas d'anglais. Tout le monde comprend le français? Ok. Je vais vous faire donc une présentation sur Backbone.js. Juste un rapide sondage pour que je vois un peu qui est dans la salle. Qui a déjà utilisé Backbone.js? Levez la main. Ok, donc une petite minorité qui n'a jamais entendu parler de Backbone.js et s'est trompé de salle. Ok. Très rapidement, qui je suis. Je suis Sylvinus sur Twitter. Mon nom c'est Sylvain Zimmer. Je suis le fondateur et directeur technique de pas mal de choses, dont une communauté de musique libre qui s'appelle Jamendo, donc peut-être certains ont entendu parler, voire utilisé. Une boîte à Paris qui fait des objets connectés qui s'appelle Joshfire. Et plus récemment, une nouvelle boîte qui s'appelle Pricing Assistant, qui est un service d'optimisation des prix pour les e-commerçants. J'organise aussi des conférences. J'ai cofondé TEDx Paris à Paris, aussi une autre conférence qui s'appelle Dot.js, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était en novembre dernier. Et la prochaine conférence que j'organise est sur le cloud, c'est le 7 juin, et ça s'appelle cloudconf.eu. Vous pouvez regarder aussi. Mais surtout, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, je suis utilisateur de Backbone.js depuis pas mal de temps, à peu près depuis 2011 et la version 0. quelque chose. Et j'ai toujours vraiment beaucoup aimé ce framework. Et j'ai fait pas mal de bêtises, pas mal de trucs à pas faire avec. Et si je peux vous éviter de les faire et vous peut-être donner envie aussi d'utiliser, ça sera gagné. Donc pourquoi une énième presse sur Backbone? Je vais essayer vraiment de la tourner sous l'angle, donc ce qui est à peu près le cas. Majoritairement, vous n'avez pas encore fait de Backbone.js. Vous en avez déjà entendu parler, mais vous aimeriez bien un peu pouvoir vous dire, demain, pour tel type de projet, je sais que je vais faire du Backbone parce que ça va bien marcher, ça va me faire gagner du temps. Donc cette presse va être très orientée pourquoi Backbone est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et surtout, je vais essayer, alors ça va probablement pas marcher, mais de faire un live coding en vous montrant vraiment, depuis j'ouvre mon éditeur, ce que c'est de faire une appli très simple en Backbone.js. On verra ce que j'arrive à faire en 10 minutes. Après, je vous donnerai quelques pointeurs pour voir si ça vous parle et si vous pensez le faire, quelles ressources et quelle idée vous pourriez avoir derrière pour faire des vraies applis. Parce qu'évidemment, en 10 minutes, je ne vais pas faire une vraie appli. Et si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Donc, qu'est-ce que c'est Backbone? D'abord, quelques chiffres, évidemment. Donc, ça a été créé en 2010. La 1.0 est sortie la semaine dernière. Donc, Hurrah, maintenant c'est stable. Ça a été stable depuis pas mal de temps. C'est utilisé en prod par une très très longue liste de boîtes qui vont de LinkedIn à énormément de startups bien connues. Mais voilà, la 1.0 maintenant va quand même faire du bien à la communauté. C'est très populaire, il y a 13 000 personnes qui watchent sur GitHub. Et à la fois c'est très très petit. Je ne sais pas si on fait le rapport peut-être ligne de code comparé à étoile GitHub. Ça doit être quand même un des meilleurs ratios sur GitHub. Du coup, c'est très petit à inclure dans vos projets. Donc s'il y a des perfectionnistes de l'optimisation du poids, évidemment Backbone va beaucoup leur plaire. Mais du coup, en si peu de code, qu'est-ce que Backbone apporte et pourquoi dans quel cas est-ce que vous devriez l'utiliser pour faire vos applications du coup JavaScript? Le principe de base de Backbone, c'est de vraiment être juste, comme le nom l'indique, une structure très très simple qui fait finalement assez peu de choix pour vous, pour vraiment vous permettre d'architecturer vos applications au-dessus de ces quelques classes de base. Et ces classes de base sont d'abord des modèles. Donc on a un modèle de base Backbone auquel on peut setter et getter des propriétés et qui gère aussi une synchronisation avec des API de type REST côté serveur. Donc c'est déjà très pratique si vous avez une API REST côté serveur et vous voulez synchroniser des objets de façon transparente, c'est-à-dire si vous modifiez un objet en JavaScript, il y a automatiquement une requête post ou put qui part pour le modifier et pareil dans le sens inverse. Ça c'est très bien géré par Backbone et c'est extrêmement simple. La deuxième grande classe qu'on a, c'est les collections. Donc collections, c'est des listes de modèles. À peu près, je sais pas, 95% des sites sont basés sur des listes de choses, des listes d'images, des listes de personnes ou de quoi que ce soit. La classe collection est juste
le niveau au-dessus des modèles qui permet de lister ces modèles. Après, on a tout un autre système qui est plutôt de views et de gestion d'événements liés au DOM, qui est en fait la partie la plus light de Backbone, parce que c'est un peu là qu'on voit que donc Jérémy Ashkenas, le créateur de Backbone, a voulu faire le moins de choix pour les développeurs et a voulu vraiment nous laisser assez libre d'utiliser tel ou tel moteur de template, telle ou telle façon même de se binder au DOM, telle ou telle façon de le créer. Donc la classe View dans Backbone est en fait très très légère, ne fait quasiment rien, mais vous permet soit de continuer à faire les choses avant, comme vous les faisiez avant, soit d'être vraiment super libre de coder. Et le dernier composant un peu intéressant est le routeur. Le routeur joue un peu le rôle du contrôleur dans le modèle MVC ici, mais permet en fait d'associer les URL à des événements et donc des vues dans les applications. C'est parti. Vous êtes prêts? On va coder donc une appli Backbone très simple qui va on va faire une liste de photos. Peut-être pour le contexte, est-ce que vous connaissez les Kittlers? Quelqu'un qui connaît les Kittlers? Personne? Super, vous allez rigoler. Donc la preuve qu'Internet c'est infini, les Kittlers c'est des chats qui ressemblent à Hitler. Et il y a tout un site, il y a énormément, ils sont tous plus drôles les uns que les autres. Donc on va faire une DB de Kittler parce que je trouve ça très marrant. Pour revenir sur des trucs un peu plus sérieux, mon idée c'est aussi de vous montrer un peu peut-être des outils que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Qui connaît Yeoman ou qui l'a déjà utilisé? Ok, donc quelques personnes. Yeoman en fait c'est toute une suite d'outils qui sont un peu advocates d'un workflow de développement standardisé pour les applis web. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça fait? On va utiliser ça juste devant vos yeux ébahis. C'est vraiment je pars vraiment de zéro, hein. Vous pouvez voir avec toutes les fautes de frappe imaginables. Donc Yeoman permet en fait en premier lieu de faire du scaffolding. Ça veut dire quoi? Donc Yo c'est Yeoman. Si je lui dis Yo Web App, il va en fait me créer toute une structure où je ne vais pas avoir à remettre à chaque fois je redownload Modernizer, Twitter Bootstrap et mes 53 outils par défaut. En fait là lui me dit voilà, je te mets HTML5 boilerplate, jQuery Modernizer, est-ce que tu veux Twitter Bootstrap? Allez, c'est gratuit. Est-ce que tu veux Require.js? Ok. Require.js donc qui permet de packager des modules JavaScript et des fichiers de façon standard. Et donc là, on peut voir, le scaffolding vient de marcher. Il m'a créé toute une série de fichiers desquels je vais pouvoir partir. Donc déjà ça, c'est un gain de temps assez sympa. Donc ensuite, il y a toute une étape où il y a pas mal de dépendances à installer, mais je vais vous épargner les 5 minutes de download parce que je les ai déjà downloadés à côté. Donc grosso modo, ça download toute une série de modules Node qui sont nécessaires au fonctionnement de Yeoman. Donc, je ne triche pas, je les mets juste dans le bon répertoire. Et on peut voir que là, j'ai déjà ma structure d'application. J'ai déjà quelques fichiers assez standards que je peux utiliser. Je vais rajouter quelques ressources dont je vais avoir besoin, notamment un fichier JSON avec une liste JSON de Kittler. Donc c'est juste une association des images avec les noms. Jusque-là, c'est simple. Donc je vais juste dropper ça dans mon répertoire. Hop. Et je vais aussi dropper Components. Components, c'est en fait les fichiers qui viennent d'un système qui s'appelle Bower, qui est aussi intégré à Yeoman. Et Bower, c'est un peu un gestionnaire de package standardisé pour les modules front-end. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu faire Bower install Backbone, jQuery, Modernizer, Require.js. Et lui va automatiquement télécharger et tous les mettre dans un endroit standardisé en gérant évidemment les versions et le packaging. Donc ça permet de vraiment plus gérer ça à la main, d'avoir juste des commandes qui font le boulot pour nous. Donc là j'ai un début d'appli, on peut regarder direct à quoi ça ressemble. En tapant grunt server, en fait je démarre, ça marche pas, ça c'est un bug dans Yeoman que j'ai rapporté.
En faisant grunt server, je démarre un serveur HTTP qui va du coup lancer mon app. Et ça, c'est l'app de laquelle je pars. Alors évidemment, il y a déjà tout qui est intégré comme je vous avais montré. Je vais peut-être juste lancer l'éditeur. Je vais essayer de gérer les deux fenêtres en même temps. Vous m'excusez. Ok. Donc dans un côté, je vais avoir le browser et de l'autre côté l'éditeur. En fait, un des plus grands services que vous rend Yeoman, c'est le live reload. Qui code déjà en live reload parmi vous? Ok, 3. Donc moi, c'est un truc qui m'a fait gagner un temps vraiment incroyable dans mes développements d'appli. En fait, Yeoman l'intègre par défaut. Ça vous permet dès que vous modifiez un fichier de votre code source, vous allez avoir votre browser qui va automatiquement se recharger avec les modifications que vous venez de faire. Là, si je teste, je sauvegarde et automatiquement, vous voyez à gauche, ça vient de changer ce que j'ai fait sans que je fasse de reload. Et quand vous avez un deuxième écran, c'est vraiment dément parce que vous ouvrez votre browser sur le deuxième écran, vous êtes en train de coder, vous faites votre POMS et directement vous voyez les changements sur l'écran. Donc ça fait gagner vraiment un temps incroyable. Je regarde où j'en suis, ça va. Bon, donc je vais pas tout non plus live coder, j'ai préparé quand même 2-3 trucs à copier-coller. Je vous épargne le code HTML à taper à la main. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc je viens de rajouter une toolbar Backbone tout à fait classique. Ensuite, vous voyez bien, hein, vous me dites si je dois faire plus gros ou si je parle trop vite. Ensuite, j'ai un conteneur avec 2 pages. Je vais avoir une page ma home qui dit welcome, on la voit là à gauche. Évidemment, je peux changer et ça me live reload tout seul. Et une deuxième page qui va être ma liste de Kittler. On peut voir un troisième élément que j'ai mis mais qui n'est pas affiché. En fait, c'est un template. Un template, ça va être en fait chaque élément de ma liste de Kittler va être évidemment recopié plusieurs fois et on va partir de ce markup là pour créer ce DOM là. On y reviendra tout à l'heure. Donc maintenant, on peut rentrer dans le JS proprement dit. Vous pouvez voir qu'en fait, en bas de ce que m'a créé Yeoman, j'ai le début de mes scripts qui est en fait le point d'entrée de Require.js. Require.js, donc, qui est un système qui permet d'encapsuler chacun de vos fichiers JavaScript de façon standard pour notamment éviter d'avoir des variables globales. Un peu l'ennemi du JavaScript, comme c'est un langage qui impose pas beaucoup de choses et que ce soit des types ou que ce soit des best practices, le développeur JavaScript est toujours un peu en train de se protéger de ces conneries potentielles en se mettant dans des cadres beaucoup plus réglementés. Et Require.js, c'est tout à fait ça, c'est chacun de mes fichiers, je le fais commencer par un define qui va me lister en fait toute la liste de mes dépendances que je vais donc aller chercher automatiquement. C'est pas à vous d'inclure des fichiers JavaScript à la main et que je me récupère en fait en variable locale dans chaque fichier. Ça veut dire que chaque fichier a du code qui n'expose rien et qui ne pollue pas du tout votre espace global. Ce qui est vraiment le bienvenu quand on fait du JS. Donc là, ça reste quand même un tutoriel Backbone. Il y a une autre session, je crois, juste après, qui est un live coding Yeoman plus AngularJS. Donc, si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu par Yeoman ou si je n'ai pas bien expliqué, vous avez une deuxième chance après. Donc, on va quand même rester sur Backbone. Hein. Là, qu'est-ce que je fais? Je complète la config de Require.js en lui disant Backbone, tu vas le chercher là, underscore, tu vas le chercher là. Et on peut donner quelques dépendances pour que le chargement des fichiers soit fait de façon intelligente. Ça, c'est assez simple. En fait, j'ai pas expliqué non plus, mais underscore.js, c'est la seule dépendance en fait de Backbone. C'est fait par le même auteur et c'est en fait une librairie super petite qui permet en fait de rajouter pas mal d'utilitaires de programmation fonctionnelle en JavaScript. Donc vous avez des fonctions comme each, des itérateurs de ce type-là sur des collections, sur des arrays ou sur des objets. Et vous avez même vous avez pas mal de tout petites fonctions qui à chacune font 3-4 lignes de code, mais qui à chaque fois vous font gagner énormément de temps.
Donc on charge du coup cette dépendance-là de Backbone. Là, en fait, j'aurais plus jamais besoin d'aller charger des fichiers JavaScript. Je vais les mettre juste dans mes dépendances require.js et ils seront chargés tout seuls. On verra même un autre avantage plus tard. Donc ma config est bonne. Maintenant, je vais évidemment mieux initialiser mon appli. En fait, mon appli, là, il y a app. Je vais renommer ça en routeur parce que là, on veut évidemment faire un routeur Backbone.js. Et je vais lui dire, quand mon DOM est prêt, tu charges le routeur et tu démarres ce routeur. Et dans le fichier routeur, je vais copier-coller ça direct. Voilà à quoi ressemble mon routeur. Je le renomme. Je n'ai pas acheté Sublime Text, désolé. Donc voilà le routeur. Donc comme je vous avais dit, j'ai un define au-dessus avec après les définitions de tous les modules dont j'ai besoin. Et je les charge en variable locale à mon fichier. Donc, je ne sais pas pourquoi il met autant de merde, mais c'est pas grave. Donc mon routeur, comment ça marche? À chaque fois dans Backbone, on étend des classes de base de Backbone pour créer vos objets. Donc là, j'étends la classe routeur. Et la classe routeur, elle est très simple. Elle a juste besoin d'une liste de routes. En fait, là, le premier paramètre qu'on a, c'est ce qu'il y a dans l'URL. Et c'est associé à une fonction qui est en dessous, qui va être en fait le contrôleur de cette route. Donc là, j'ai un contrôleur pour la home et un autre pour ma liste de Kittler. Pour l'instant, en fait, je vais même l'enlever pour pouvoir vous montrer ça. Avant ça, donc, je me suis fait une petite fonction de change page en fait qui cache toutes les pages et qui affiche juste celle que je veux. Donc c'est assez simple. On va voir déjà si ça marche. Ne marche pas. Vous avez le droit de m'aider si je distribuerai des t-shirts à tous ceux qui trouvent les erreurs que je fais. Donc en fait, non, là ça marche. Donc là, on peut bien voir, j'ai mes deux vues qui marchent. Et quand je vais sur ma page encore à faire de KittlerDB, j'ai rien. Et quand je reviens sur la home, ça m'affiche la home. Donc là, j'ai déjà bien un système de vues et de routeurs qui marche en vraiment très peu de lignes de code. Donc on va créer la première vue du coup, qui s'appelle Kittlers. Voilà, donc je vous passe aussi tout le code à la main. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand on fait du copier-coller dans un live coding, mais c'est un live copy-pasting, comment vous appelez ça? Donc voilà ma première vue. Donc pareil, elle est assez simple. On a une liste de dépendances au-dessus. Donc là, on voit que je fais appel à ma collection de Kittler que j'ai pas encore, donc je vais la cacher. Non, je vais la faire juste après. À ma collection de Kittler. Les vues Backbone et en général tous les objets Backbone ont une fonction initialize qui sert de constructeur. Cette vue est associée donc à l'élément dans le DOM qui est pageList. Et j'ai deux choses. J'ai la fonction qui initialise. Et j'ai l'autre fonction qui fait un render sur ça, donc qui va en fait s'occuper de régler ce qu'on veut dans le DOM. Et là, je vais juste dire la longueur de ma collection de Kittler. Donc ça, on va faire marcher ça dans 2 secondes. Le temps de faire en fait la première collection, qui s'appelle Kittlers, et mon premier modèle qui s'appelle Kittler. Ok, ça je vous les copie-colle aussi. Les collections là, en fait, c'est assez simple parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ma collection, donc toujours la même chose, backbone.collection.extend, je crée la mienne. Je lui dis, toi, tu es une liste de Kittler modèles, et en fait, tu pointes vers une API REST. Alors là, il se trouve que mon API REST, pour faire simple, c'est juste mon fichier JSON, donc il me renvoie une liste, un tableau JavaScript d'objets JSON. Mais évidemment, le but quand on fait du Backbone, c'est de taper sur des API REST complètes qui peuvent non seulement là répondre à un GET comme c'est un fichier, mais qui peuvent aussi accepter des choses en écriture
et en modification. Donc ça c'est ma collection du coup Backbone. Et le dernier truc à faire, c'est le modèle. Mon modèle, pareil, est super simple. Il fait quasiment rien. Je lui fais une fonction shout qui va me faire un alerte du nom de mon modèle. Mais sinon, voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose de spécial. Donc là, ça devrait marcher. Il faut espérer. Ça ne marche pas. Donc, alors, ça ne marche pas parce que, évidemment, je ne l'ai pas appelé là. Je vais le rajouter au routeur. Donc, views, Kittler view. Hop. Ça ne marche pas. Ça s'appelle view et pas views. Voilà. Et donc là, directement, donc même quand on change des répertoires et quand on fait n'importe quoi, on rajoute des fichiers, ça live reload. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Donc là, j'ai bien ma vue qui se met à jour et je peux descendre un peu dans le code pour voir ce qui se passe. Donc là, si vous avez suivi, je me suis mis une variable globale. Je sais que c'est mal les variables globales, mais pour débugger, c'est bien. Je me suis mis une variable globale R pour mon routeur et je vais pouvoir un peu descendre dans les objets JavaScript que j'ai créés. Donc là, R, évidemment, j'ai ma liste de routes qui est dedans, mais si vous avez bien vu aussi, je me suis mis une référence à la vue que je venais de créer. Je l'ai appelée KLV. Donc R.KLV, c'est ma vue active. Et cette vue, elle a une collection. Et donc là, je peux faire pas mal de trucs sympas sur ma collection. La référence est disponible sur le site de Backbone. Ça, c'est vraiment toutes les choses qu'on peut faire sur une collection. On peut accéder à des éléments, on peut en rajouter, on peut les slicer. C'est un espèce de tableau JS en fait augmenté, quoi. Et là, par exemple, si j'enlève le dernier élément de ma collection, hop, automatiquement mon DOM a été refreshé. J'ai enlevé un élément de la collection. Alors comment c'est possible, me dites-vous? Eh ben, c'est qu'en fait dans la vue, quand j'ai initialisé ma collection, quand j'ai créé cette collection, je l'ai en fait bindé à la fonction render. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ma collection, n'importe quel type d'événement va me déclencher un render. Donc si j'ajoute un élément, si j'en enlève, ma fonction render, du coup, va être re-appelée. Évidemment, on pourrait être beaucoup plus précis et on pourrait dire je veux faire un re-render que quand j'ajoute un élément, que quand j'en retire un. Mais en fait, très concrètement, en Backbone, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on re-render tout le HTML. C'est pas ça qui prend vraiment beaucoup de temps. Donc on a l'option vraiment d'être très très peu précis dans nos bindings d'événements. Et juste optimiser plus tard, quoi. Donc je vais rajouter un peu plus de code dans ma vue. Qu'est-ce que je rajoute là? Je rajoute juste une fonction render un peu plus complète qui, elle, va maintenant me utiliser en fait le template que j'avais créé tout à l'heure. Le template que j'avais créé tout à l'heure, c'est un LI avec l'image de mon chat, son nom et un bouton quelconque dessus. Donc là, j'utilise les templates underscore. Je vous conseille de regarder. C'est vraiment une librairie super fine, mais vous pouvez utiliser handlebars, vous pouvez utiliser n'importe quel type de template. Ça, c'est vraiment pas, comme vous voyez, Backbone qui vous force à utiliser quoi que ce soit. Et dans ma fonction render, pour chacun des éléments de cette collection, j'exécute ce template et je joins le tout. Donc là, normalement, le live reload ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà ma page, donc c'est super. Pareil, toujours, je peux un peu inspecter ce qui se passe. J'ai toujours ma collection. Et là, évidemment, si j'enlève un élément, il va disparaître de la page. Et je peux peut-être vous montrer aussi ce qui se passe quand on modifie des modèles. Là, par exemple, je vais regarder le deuxième chat, le deuxième élément. Et si je regarde son nom, voilà, on a bien Jean-Philippe qui est le deuxième. Les modèles Backbone, on peut faire pas mal de choses dessus. Évidemment, il y a un get, mais il y a aussi un set. Si je veux l'appeler différemment, ça va changer son nom. Et vous pouvez voir, j'ai toujours rien bindé comme événement en plus.
c'est ma fonction de render globale de refresh qui me le fait. La dernière chose qui est sympa de montrer, c'est que si jamais maintenant je veux synchroniser ma collection, là j'ai fait des changements en local, si je veux les pusher sur le serveur, j'ai que à appeler sync, plutôt sur le modèle. Ça ne marche pas. C'est très bizarre. Donc là, normalement, dès que j'appelle cette fonction sync, ça va me... Ah pardon, c'est save. Je suis débile. Si je sauvegarde ça, voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des changements en local. Je veux les pusher sur le serveur. Là, ben, ça m'a envoyé une requête Ajax. Évidemment, là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas une API REST derrière. Mais ça m'a envoyé une requête Ajax avec les changements sur uniquement cet élément-là. Donc ça vous permet de rester à jour en permanence. Voilà un peu pour une appli super simple. Ça vous montre un peu la facilité avec laquelle on peut développer des listes de vues, des choses comme ça. Si vous regardez le repo GitHub, je recommitterai ça dessus pour que vous voyez comment ça marche, dans un exemple super simple. Le truc que j'aurai pas le temps de le faire là, mais je pusherai ça, c'est juste de binder des événements sur les vues et de rajouter de la détection, de la face detection sur les chats. Ça marche et c'est marrant. Voilà pour le live coding. Voilà pour le live coding. Je reviens rapidement à la presse. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire après pour une fois qu'on a ça en main pour vraiment faire des vraies applis, parce que là, c'est pas une vraie appli. Il y a un framework qui s'appelle Backbone Marionette qui va gérer beaucoup plus de choses au-dessus de Backbone. Ça va vous gérer une classe d'application, ça va vous gérer des modules, ça va vous gérer aussi des views imbriquées. Vraiment pas mal de choses en plus qui comblent un peu le manque de fonctions de Backbone qui est voulu, mais qui vous permettent de choisir pas mal de solutions supplémentaires au-dessus. Il y a aussi rivets.js qui est sympa, qui permet en fait de faire vraiment du DOM binding. Donc ça, beaucoup de gens aiment, moi j'aime pas trop, mais ça vous permet vraiment de définir des data attributes dans votre HTML qui soient automatiquement vraiment changés de façon super granulaire quand des choses changent dans votre modèle. Ça évite un peu ce qu'on voyait là, c'est le méga render global à chaque fois qu'on avait. Des itérateurs, etc. Il y a pas mal d'autres extensions disponibles. Vous avez de la pagination. Vous pouvez swapper le backbone.collection pour le remplacer par un objet qui vous pagine automatiquement en fonction de votre API REST. Super utile. Vous pouvez avoir le stockage offline. On imagine bien les collections qui marchent même quand on est déconnecté. Vous pouvez avoir de la validation de modèles, des relations entre les modèles, des bindings et des views un peu plus costauds. Et vous pouvez même avoir de la synchronisation via Socket.io, c'est-à-dire que dès qu'un modèle change sur le serveur, vous pouvez recevoir un événement côté Backbone dans la vue rafraîchir. Donc vraiment pour faire des applis en temps réel. Et ce qui est un peu sympa dans Backbone, c'est que Backbone n'impose rien, mais il y a tout un écosystème d'extensions sur lequel vous pouvez aller piocher en fonction de vos besoins pour garder des applis vraiment super compactes, super simples, dont vous maîtrisez quand même tout ce qui se passe, mais avec pas mal de fonctions sympas. Quelques ressources, des tutoriaux sympas, notamment je conseille le dernier, je mettrai les slides en ligne, mais le dernier d'Adi Osmani qui bosse chez Google est super bien, est super complet sur Backbone. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour les questions, il n'y a plus de temps, mais n'hésitez pas à venir me parler après, je serai dans le coin. Merci beaucoup, et je vous ai créé, pour vous remercier de m'avoir supporté pendant une demi-heure, un code Devoxx pour ma conf du 7 juin sur le cloud. Il y aura le créateur de Hadoop, de OpenStack, de Memcache, et des gens de chez Heroku. Enfin, il y aura pas mal de gens intéressants. Jetez un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup.